Les trois sorciers de Smart Bourse sont de sortie comme chaque troisième vendredi du mois pour débriefer ensemble cette échéance trimestrielle du mois de juin. Romain Dobré à nos côtés, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'atelier des options. Bonsoir Romain. Bonsoir Gérard. Jean-Luc Hussac nous accompagne chez Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et Philippe Béchade qui est avec nous à distance, qui ne profitera pas de notre nouveau studio aujourd'hui. En tout cas, Philippe, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes en visio, vous êtes le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Bilan de cette échéance trimestrielle avec vous pour commencer. Romain, je l'annonçais en introduction, une échéance qui aura été négative, notamment pour le CAC 40. Effectivement, on perd 260 points, 7680 pour la compensation à ce soir. Un mouvement qui était dans la continuité de ce qui s'est passé avant, une grande amplitude baissière, un rebond très significatif et puis une petite consolidation. Ça diminue en termes de volatilité, c'est le moins qu'on puisse dire, dans des mouvements où l'intérêt est assez difficile à détecter. On avait confirmé qu'on avait rebondi après le trou d'air de Liberation Day, si on peut dire trou d'air, c'était même un peu plus que ça. Un quasi moins 20 quoi. Un quasi moins 20. On avait rebondi en l'absence d'intérêt de la part des investisseurs institutionnels. Beaucoup de retail qui avaient alimenté ce mouvement, on l'avait vu et constaté par le désintérêt et le manque de soutien du côté des marchés dérivés. Ce qu'on peut dire, c'est que au cours des dernières semaines, la position ouverte a commencé à se réétoffer un petit peu, de l'ordre de 15% sur l'Eurostoxx, mais au cours d'une expiration qui est légèrement baissière. Donc, on pourrait penser que c'est de la pression baissière, c'est difficile de le déterminer parce qu'on a eu beaucoup de volatilité en fait à l'intérieur de cette plage de congestion et on n'a pas peut-être aussi le scénario d'investisseurs en retard qui seraient en train de se replacer dans un marché pour lequel ils ont réagi peut-être un peu tard. On voit quand même que ce ne sont pas des niveaux d'intérêt qui sont énormes. On manque quand même beaucoup d'initiatives. On voit toujours des décalages de marché qui sont assez brutaux. On l'a constaté encore aujourd'hui avec un indice Nasdaq en hausse puis qui repasse dans le rouge assez brutalement. Tout ça sur fond d'annonces et de nouvelles. On voit qu'on est relativement prudent, on se positionne autour ou sous des niveaux d'alerte sur la plupart des indices maintenant, avec bien des matières premières qui sont assez tendues et qui sont aussi proches de réactiver des niveaux de réactivation haussière de long terme. On parle de niveaux de réactivation haussière qui datent de tendance en balance qui se date de 2022, notamment donc sur le pétrole. Donc on a cette situation d'attente avec une remarquable stabilité malgré le contexte actuel qu'il faut noter. Et donc on teste des niveaux sans accélérer et on a cette difficulté à lire à court terme les choses. On sent que quelque chose s'est rompu dans la dynamique depuis le début de l'année, que le trou d'air, encore une fois, la baisse marquée a été payée, alimentée, mais on est un peu en devenir pour l'instant et la lecture n'est pas facile. Donc qu'on ait un mouvement de consolidation un peu marqué, pourquoi pas. Peut-être est-ce qu'il est repoussé pour l'instant au courant de l'été. La période de juillet sera peut-être un peu plus compliquée, mais pour l'instant, on est quand même assez stable dans ce contexte. Est-ce que la lecture du VIX nous apporte des enseignements particuliers ? Vous êtes venu avec le graphique du VIX, l'indice de volatilité du marché américain, avec une vue journalière sur ce VIX. Romain, est-ce que l'analyse technique suggère la possibilité d'un retour de volatilité au cours de l'été ? Pourquoi pas ? Alors, le timing avec le VIX, c'est toujours compliqué. On a toujours ce gap laissé ouvert aux alentours de 36 depuis le début avril. On sait qu'il sera comblé puisque les gaps le sont toujours sur le VIX. Parfois, ça peut mettre du temps, on l'expliquait la dernière fois. C'est ce qui se met en place. Maintenant, on est repassé en zone de vigilance. On est à peu près au milieu de la zone de vigilance, à mon sens, aujourd'hui, entre 18,06 et 25,28. C'est comme le reste du marché, un peu entre deux eaux. Il ne faut pas repasser le niveau de 25,28 parce que là, on déclencherait une structure de retournement haussière. Graphiquement, elle fonctionne très bien aussi, avec en mire 32,60, une zone cible entre 30 et 34,50, et donc qui permettrait probablement d'aller combler le gap baissier aux alentours de 36. Donc c'est vraiment ce niveau-là qu'il faut surveiller. On voit que, et c'est aussi intéressant dans la lecture des intérêts de la position ouverte, les opérateurs qui étaient relativement complaisants il y a quelques semaines, bien, se montrent très prudents et assez rapidement, dès qu'on a des premiers warnings, très prudent. On retrouve des niveaux des ratios put-call qui sont à l'équilibre maintenant, alors on flirtait avec l'optimisme plutôt aux alentours de 0,80, on est plutôt aux alentours de 1 sur l'ensemble des indices, et même on va entamer l'échéance du mois de juillet avec une relative prudence. Très peu d'intérêt pour l'instant reconduit sur l'indice CAC 40, c'est extrêmement faible, mais plutôt des options de vente autour de la monnaie. Donc il y a manifestement un intérêt qui est
dont on va voir s'il va être reconduit ou pas, qui est en train de se construire très légèrement, avec des opérateurs qui restent très prudents. Ce qu'on peut dire aussi sur les marchés dérivés, ce qui est intéressant, ce que je voulais vous donner, sont les niveaux de résistance que permettent de définir la lecture des positions sur options. Ouais. Sur l'indice Eurostoxx, c'est 5450. On a l'impression on n'a pas l'impression, il n'y a pas d'intérêt ouvert au-delà de ce niveau-là pour l'instant. Donc ça, c'est un plafond de verre qu'il va falloir surveiller. Si on regarde le CAC 40, c'est 7750. Et sur le S&P, c'est un peu plus haut, c'est aux alentours de 6200 points. Donc on a des plafonds de verre que les opérateurs n'envisagent pas de voir déborder, de franchir dans l'immédiat. Donc au mieux une stabilisation, sinon pourquoi pas une consolidation complémentaire, mais on n'est pas très optimiste manifestement. Ça peut être le terrain d'un contre-pied. Ouais. Bon, Jean-Louis, comment vous regardez ce marché, cette échéance trimestrielle? Est-ce que le marché est bien verrouillé ou est-ce que c'est un marché qui s'est fragilisé au fur et à mesure du rebond? C'est quand même ce qui a marqué aussi ces 2-3 derniers mois maintenant. Une espèce de rebond en V qui a été assez puissant quand même. Oui, comme je le disais précédemment, on se retrouve un peu toujours dans une lessiveuse, quoi. Ça part dans une direction, ça revient en arrière, ça remonte, il y a des contre-pieds tout le temps, des gaps. Des gaps, vous savez, quand il y a un gap et que derrière ça ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de conviction vendeuse, il n'y a pas de programme de vente, il y a simplement des acheteurs qui reculent et des vendeurs qui avancent ou inversement. On a souvent ça, hein, et puis après il ne se passe plus rien pendant des heures. On le voit partout. L'événement marquant pour moi, en dehors de tout ce qui est évidemment géopolitique, mais c'est LVMH qui est devenu maintenant qui est la troisième pondération du CAC. La première étant Total, Schneider et ensuite LVMH. Elle perd des places. Elle est au plus bas, alors Total a bien boosté, bon, peut-être aussi avec le pétrole. Schneider s'en tire bien. Donc voilà, c'est bon, c'est très serré, hein, 7,28, 7,21, 6,56, des trucs comme ça, autour de ça, hein. Derrière Air Liquide à 6. Bon, c'est groupé, mais à un moment donné, LVMH se détachait tout de même, hein, assez sensiblement. Et c'est quoi ça? C'est le signe de quoi? Non, mais elle baisse, donc sa pondération devient de plus en plus basse, c'est tout. Elle est au plus bas. Elle est au plus bas. Il y a presque pas de les petits. Et c'est une opportunité ou pas du coup? On parle de LVMH. Alors, on n'a aucune. Ou est-ce que c'est un vrai changement de régime profond de marché, de leadership de marché? Moi, mon idée, c'est qu'on n'a aucune visibilité, mais zéro visibilité. Donc, qu'est-ce que. Moi, je n'investis pas et je ne prends pas de décision tant que je n'ai pas des indications qui me permettraient de penser que ça va monter ou descendre. Il n'y a rien. Enfin, c'est. Un marché tel qu'il est construit actuellement, c'est assez particulier tout de même. Donc, mais on a tellement anticipé et tellement dans le spectre des menaces, on avait tout vu. Ah bah oui. Bon, on en avait parlé, reparlé, redit. Enfin, tout a été dit, mais tout. Et donc, les investisseurs, ceux qui sont encore là. On peut presque dire que s'ils sont là, c'est qu'ils le veulent bien, et rien ne les fera peut-être bouger tant qu'il n'y aura pas, peut-être, j'en sais rien, moi, une bombe plus violente que les autres, je ne sais pas. C'est toujours compliqué d'investir en suivant le scénario du pire, quoi. Le scénario du pire, il est toujours envisagé quelque part. La vol implicite, elle se maintient à des niveaux. Au mieux, on est redescendu vers 14, on remonte à 17, 18 sur les marchés européens. Bon, en ce moment, on est plutôt à 17. Non, on peut dire que le signal d'achat qui date maintenant d'un certain temps. Moi, je crois que je l'avais déclenché parce qu'il y avait eu une inversion, 7150, quelque chose comme ça. Lui, il n'est pas invalidé. Pour moi, c'est 7530. Là, pour moi, il est neutralisé. Voilà, on est plutôt neutre. Je garde quand même un biais à vouloir acheter. Constatant quoi? Que les investisseurs américains ont toujours un biais d'optimisme très prononcé. Dès qu'il y a pas de mauvaise nouvelle, on va dire. C'est même pas une bonne. Dès qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, ils payent. Mois après mois, on dresse le même constat, et c'est notamment le retail américain qui achète tous les creux de marché, massivement. Ouais. Alors après, il y a des discussions là-dessus. Est-ce qu'ils achètent ou ils se rachètent? Parce qu'il y a beaucoup de shorts aussi, attention. Il y a beaucoup de shorts. Bon, c'est vrai qu'il y a une gestion. Pour moi, la gestion du delta et surtout du gamma du hedging, du gamma hedging, c'est ce qui est pour moi le plus impactant sur ces fins de séance où vous constatez des mouvements tout d'un coup qui partent et qui font 1%, quoi. 1%, et puis avant,
on en avait gagné déjà peut-être un de plus, donc c'est très perturbant parce que en même temps on est là, oh là là, on se dit on va avoir peut-être des mauvaises nouvelles, en fait on trade entre guillemets dans la peur, quoi, sous la menace. Alors on trade pas sous la contrainte, donc on peut très bien ne rien faire. Moi c'est ce que je fais, je ne fais pas grand-chose, voilà, tout simplement. Je suis opportuniste, c'est-à-dire j'attends, il y a un petit truc, j'essaye, voilà, ça marche pas. Et comme je racontais à Romain tout à l'heure, parfois je vends au plus haut le call sur les options jour américaines, par exemple, en séance. Alors je parle en séance, c'est jusqu'à 18h en français, on va dire. Je vends le call au plus haut du marché, je vends le put au plus bas du marché. Vraiment, à 18h, je suis au milieu et à chaque fois, je suis en dehors. À 22h. À 22h, je suis soit au trop haut, soit trop bas. Alors après, comme le lendemain, on arrive à compenser, etc. Mais c'est drôle parce que c'est systématique, presque systématique. C'est de la spéculation qui tourne, quoi. Il y a une gestion indicielle extrêmement puissante. Il faut voir que les forces de conviction étant faibles, les forces de construction, donc les forces techniques, donc tout ce qui est hedging d'options, etc., elles sont assez importantes. Elles sont même très importantes par rapport au reste, quoi, tout simplement. Donc ça amène... Il y a une logique de construction des marchés, mais par rapport aux fondamentaux, la logique voudrait qu'on ne fasse rien. Philippe, votre bilan de cette échéance mensuelle et échéance trimestrielle, alors sur un mois, c'est quand même plutôt le retour du Nasdaq quand même. Hein. C'est vrai que depuis le début de l'année, il y a toujours cette surperformance des actions européennes et émergentes, ne les oublions pas par rapport aux actions américaines, mais c'est vrai que sur le mois écoulé, c'est quand même le retour, en tout cas pour quelques semaines, d'une surperformance américaine. On peut même parler d'un second trimestre qui constitue la grande revanche de Wall Street sur les places européennes. Je vous cite simplement ce score, de moins 3,8% pour l'Eurostoxx depuis le 16 mars dernier, et on est à plus de 10 sur le Nasdaq. Alors, le Nasdaq était à plus 10,8 à 16h, et puis il y a eu cette annonce de la Maison-Blanche, qui prévient ses alliés, bien sûr aux alliés européens, mais peut-être certains même pays asiatiques, qu'ils encourront des sanctions s'ils livraient à la Chine des semi-conducteurs de la haute technologie, qui pour l'instant donc fait l'objet d'un embargo pour les firmes américaines. Donc évidemment, ce que la Maison-Blanche redoute, c'est que les firmes californiennes exportent vers l'Europe ou vers la Corée du Sud, qui sais-je, et qu'ensuite ça soit revendu à la Chine. J'ai oublié Singapour, évidemment. Donc on comprend bien que ça va pas faire les affaires des sociétés californiennes qui font l'objet depuis le 7 ou le 9 avril dernier, font l'objet de rachats massifs de la part de ce qu'on appelle le retail. J'entendais Jean-Louis dire qu'il y a peut-être des rachats. Les rachats sont venus plutôt des hedge funds qui n'ont pas cru la possibilité d'un rebond de cette ampleur. Personne n'aurait jamais pu y croire. Donc là, on voit que l'arbitrage, de nouveau, se fait en faveur des États-Unis. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ceux qui reviennent vers les États-Unis, c'est pour acheter des actifs dans une monnaie qui perd de la valeur. On a un dollar aujourd'hui retombé sous les 1,1530 contre euro, donc on revient pratiquement à moins 10% depuis le 1er janvier. Voilà, donc une petite annonce aujourd'hui, ça explique un petit peu la volatilité du Nasdaq. En revanche, là où on ouvre tous des grands yeux, tous autant que nous sommes, et avec notre expérience des marchés, on était tous dessus au moins en 90, ou en tout cas c'est certain en 2003. C'est la première fois que nous voyons un conflit et pas quelques coups de canon éclater dans les pays du Proche-Orient, le Golfe Persique directement. C'est la première fois depuis 1990 que les marchés, par prudence, ne corrigent pas au moins de 3, 4, 5%, parce qu'on ne sait jamais si tout le monde va rester raisonnable ou pas, si ça peut dégénérer ou non.
et l'envolée des prix du pétrole, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment exclure. Alors on n'a pas parlé, mais le gaz cette semaine c'est plus 50%. Hein. L'air de rien, c'est quand même pas neutre. Donc, sur quel marché, Philippe? Plus 50% pour le gaz? Oui, le gaz naturel cette semaine, je crois qu'il est autour de 50. Bon, il était un peu bas, mais là, il est reparti très, très haut. Donc, c'est la première fois, je pense que Jean-Louis et Romain sont comme moi, n'auront jamais vu une guerre éclater au Proche-Orient avec de nouvelles menaces de fermeture du détroit d'Ormuz et des marchés qui font quasiment rien. Ce matin, quand le CAC gagnait presque 1% et le DAX 1,5%, on était quasiment revenu au niveau de vendredi dernier. Alors que les missiles, les drones, tout ça, ça pleuvait de tous les côtés. C'est extraordinaire. Donc, effectivement, le buy the dips, c'est devenu un mantra. Peut-être que c'est devenu aussi un outil de déconnexion totale des marchés par rapport au réel. Et là, on peut se dire, le jour où le réel va s'inviter dans les réflexions des gérants, ça risque de faire du vilain. Bon, un peu de complaisance peut-être pour reprendre, résumer votre pensée, Philippe. Romain, je me tourne à nouveau vers vous, puisqu'on parle effectivement de cette dimension géopolitique. Alors, il y a l'aspect dollar, Philippe le citait effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de la baisse du dollar, des niveaux qui ont été atteints? Vous êtes venu avec le graphique de l'indice dollar, avec une vue un peu dézoomée d'ailleurs, une vue mensuelle. Est-ce qu'il y a encore de la place techniquement pour voir le dollar s'affaiblir contre différentes grandes devises, et puis on dira un mot du pétrole derrière ensuite. Bien sûr, oui. Le dollar, c'était un gros contre-pied à la hausse il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, donc au mois de novembre-décembre. Et puis ce contre-pied s'est traduit par un mouvement baissier dont on connaît l'origine aussi. On a rompu le bas du range à 101,02 qu'on avait systématiquement préservé depuis 2022, décembre 2022. Et donc on déclenche un mouvement baissier. La cible légitime dans ces cas-là, c'est dupliquer le range par le bas. C'était 101,02, 106,50. Donc la cible idéale se situe à 95,42. On accélère moins à la baisse, mais on remarque que chaque rebond est le terrain pour un repli complémentaire. Donc on se stabilise un petit peu après un mouvement qui a été déjà d'ampleur pour l'instant. Donc tant qu'on est sous 99,30, la probabilité de continuer de baisser, sont majoritaires, elles dominent. Après, je me méfie toujours du Forex, puisqu'il y a tellement de paramètres exogènes qu'on peut avoir des contre-pieds, mais au moins les niveaux techniques sont bien propres et bien suivis, bien lisibles. Qu'est-ce que ça donne sur l'euro-dollar là, alors là, c'est l'indice dollar, mais sur l'euro-dollar, on est monté à plus de 1,16, c'est ça, au cours des derniers jours? On a fait une pointe, mais bon, là, ça va être compliqué quand même de poursuivre. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer la faiblesse du dollar. Parce que la politique que mène Trump, c'est si les États-Unis n'achètent plus et si à l'étranger, ça veut dire qu'ils vont plus envoyer des dollars parce qu'ils payent en dollars. Donc ils vont en avoir trop, donc ils vont le vendre ou ils vont en tout cas peut-être vendre les emprunts américains qu'ils ont, etc. Alors donc du coup ça peut avoir un petit flux, c'est une anticipation pour l'instant. Non, mais oui. Ça pourrait être l'idée que ça va amener un petit flux vendeur, bon en tout cas pas acheteur. Et tout va comme ça. Après, il y a le budget qui fait qu'on ne sait pas où on va. Les accords commerciaux, on ne sait toujours pas où on va pour la majorité des pays. Et les échéances se rapprochent. On revient vers quelque chose qui pourrait être assez binaire autour du 8-9 juillet. Est-ce qu'on prolonge la trêve? Est-ce qu'on signe un accord? Ça n'en prend pas le chemin. Et où est-ce qu'on a des tarifs appliqués unilatéralement par Trump, quoi? Trump étant Trump, lui, je pense que ce qu'il aimerait, c'est que ça soit tout bouclé avant le 4 juillet. Oui, ça c'est hyper important. C'est des symboles pour moi qui sont puissants, quoi, et surtout pour lui. Donc, moi, je pense qu'il va s'énerver très vite à l'approche de la fin du mois de juin, là, dès qu'on va attaquer, je sais pas moi, les dernières semaines, là, ça va être chaud. Donc, non, et l'eurodoll, bon, moi j'ai un signal de retournement à 10,50, on est loin pour l'instant. Oui. Alors peut-être qu'on va le rapprocher, parce qu'il faut voir comment, si jamais il baisse, comment il va baisser, et puis etc. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'alerte. On voit que ça plafonne, ça fait un petit bout de temps que ça bute. Mais on a atteint un gros niveau, quoi. On a atteint un gros niveau. Oui, c'est un gros niveau. C'est un gros niveau. Et je lisais des études, sur le plan justement économique, fondamental, etc.
Si les menaces, c'est vrai, la Fed va baisser ses taux d'intérêt. Alors 2 fois encore. Donc voilà, c'est pas fait pour le faire remonter. Donc pour l'instant, les impacts, c'est des impacts baissiers sur le dollar au niveau du news flow. Voilà, mais on les a anticipés. Maintenant, ils sont connus, ils sont identifiés. Je comprends. Sur pareil, une fois qu'on a identifié les menaces et qu'on les a toutes bien scannées, bien listées. Oui, le travail est fait. Et puis c'est hyper consensuel. Ah bah là, ça devient très consensuel. Ouais. Enfin, toute Pas la au début, rotation en dehors des Non, États-Unis pas au début, devient très consensuelle. Non, mais il y a du contre-pied quand même, attention. Parce qu'au début, ça l'était pas du tout. Hein. Non, c'est je parle Donc, de maintenant. parce que moi, quand je suis passé acheteur, c'était un 0,580, 0,550, un truc comme ça. Tout le monde rigolait. Ouais. Moi aussi. Hein. Je dis, mais sur le plan technique, on passe haussier. Je me disais, waouh, l'ambiance générale, pourtant, ça donne pas envie. Ça a boosté. C'est parti comme une balle. Hein. Bon, sur le pétrole, Romain, effectivement, voilà, vous venez avec le graphique du Brent, une vue mensuelle. C'est vrai que le mois de juin est un mois de grosse reprise quand même du pétrole, hein, qui était sur une tendance plutôt à la baisse, après les points hauts de début d'année. Et effectivement, et après le canal baissier au sein duquel il s'inscrivait de façon très propre depuis septembre 2023. On était baissier depuis avant, depuis juin 2022, mais le canal était bien marqué et on avait touché à chaque borne. Et bien la borne basse était en test. Moi, on avait plutôt anticipé des signaux et des prolongations à la baisse. On voit qu'on a testé la borne basse de ce canal et finalement, c'est un rebond et qui amène de façon parfaitement technique sur la borne haute aussi. Donc, c'est là où les choses sont quand même très très propres et presque trop propres graphiquement, techniquement. On va chercher cette résistance qui n'est pas affichée à l'écran mais qui est 78,50 sur le Brent qui est un peu plus petite. C'est pour ça que j'ai laissé la majeure à 76,90 qui nous confirmerait qu'on sort de ce canal baissier qui est actif depuis plusieurs mois maintenant. Donc tout est bien identifié, tout est bien préparé, on se prépare pour la bataille manifestement. Et quand le marché est aussi propre que ça et aussi net, on peut se demander si les choses vont se poursuivre. Donc on est en ordre de bataille, voilà l'expression que je cherchais. Et donc c'est toujours ça, c'est aussi assez étonnant et ça donne exactement le tempo pour le moment. Peu d'initiatives, des opérateurs qui, effectivement, d'autres temps auraient quand même vendu plus les nouvelles récentes et des indices qui restent quand même extrêmement canalisés. Moi, j'y vois toujours une part de retrait de la part de gros opérateurs du marché. Je ne parle pas du Brent, mais surtout sur les marchés actions, de gros opérateurs du marché qui ne veulent pas prendre d'initiative parce que trop de manque de visibilité, trop de risques d'annonce et même un conflit dont les conséquences pourraient être importantes, ne sont pas le terrain d'opportunité et je ne suis pas sûr non plus qu'on ait même créé vraiment de la pression baissière, comme je vous le disais. Alors, il y a ce pendant dans ce contexte-là, c'est qu'on voit d'une façon générale, pas uniquement le Brent se tendre, mais il y a aussi tous les métaux. On aurait pu l'illustrer avec ça. Et puis le TF Como qui intègre donc Brent, gaz, et qui s'est repris de façon très sérieuse aussi. Donc le TF Amundi, c'est ça, Amundi, sur les matières premières. Voilà, c'est le Thomson Reuters CRB que moi je suis sous forme de TF Amundi dans le code, et c'est Como qui a aussi beaucoup rebondi. Et autant on avait de grosses craintes après les annonces tarifaires d'inflation, peut-être un peu trop tôt, et on est en train de peut-être oublier ce scénario, et moi je pense que c'est ce qu'il faut penser, puisque c'est ce qui se traduit graphiquement. On est en train d'aller chercher des niveaux de résistance qui sont clés, on s'en approche très rapidement, brutalement, et sur un panier et un ensemble de matières premières. Donc Brent qui est en devenir, pourquoi pas, mais l'or ne baisse pas vraiment, il reste quand même sur des points hauts. L'argent, c'est quand même beaucoup repris, on frôle les 37. On a le platinium qui a quand même progressé de 20% la semaine dernière et qui sort d'une grosse congestion. Il y a un ensemble de matières premières qui sont en train de remonter et je pense que le scénario de l'inflation est à prendre en compte dans les semaines ou mois qui viennent. Donc il y a quelque chose qui se met en place, en tout cas de ce côté-là, ça c'est plus franc. Une institution qui n'a pas complètement oublié le risque inflationniste, Philippe, c'est quand même la Réserve fédérale américaine. Je veux dire, pour l'instant, même avec des chiffres, alors qui regardent le passé, mais des chiffres d'inflation ou des chiffres sur le marché du travail qui auraient pu permettre à la Fed peut-être d'ajuster un peu son réglage, la Fed reste très vigilante au regard des incertitudes qui sont encore à lever devant nous. Une chose est certaine, c'est que la Fed ne maîtrise absolument pas l'évolution des coûts de l'énergie, des matières premières qu'on vient d'évoquer.
Le pétrole prenait hier presque 10% sur la semaine. Tout à l'heure, je vous parlais du gaz, vous me disiez 50. Excusez-moi, la puce, c'est 15%. Ah, donc, c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup déjà, mais oui. 7 hier. C'est donc en tout cas 50% de plus que la hausse du pétrole. Il y a là quand même des incertitudes fortes. Alors aujourd'hui, on a une déclaration de M. Waller, qui est un des membres de la Fed, qui dit mais quand même là, les étoiles ont l'air de s'aligner, les planètes ont l'air de s'aligner. On n'est peut-être pas si mal pour prendre des mesures justement de type assouplissement monétaire. Et peut-être même dès le mois de juillet. Bon, alors j'ai regardé un petit peu la réaction de l'obligataire pour l'instant aux États-Unis. Waller n'a pas l'air d'être majoritaire. On sait que c'est une colombe, mais on voit que au sein de la Fed, on est quand même capable d'envoyer des messages, tantôt pour pousser les marchés à se montrer un petit peu prudents. Puis après ça, on veut quand même pas non plus qu'ils passent le week-end de trop mauvaise humeur. Et on envoie des bons signaux. Moi, ce que je note, c'est que la Fed continue de ne pas vouloir se laisser forcer la main par Trump et qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une sorte de basculement qui est en train aujourd'hui de se passer avec Trump, qui est jugé de moins en moins crédible sur les questions économiques. Et donc, la Fed assoit sa crédibilité en se montrant donc... pour l'instant, c'est Jérôme Powell 1, Donald Trump 0, quoi. C'est ça. Alors après, est-ce que ça fonctionne très, très bien ? Le dollar aujourd'hui à 1,1535, ça quand même pas... ça donne pas des résultats peut-être escomptés, parce que la stabilité du dollar, c'est aussi quelque chose qui compte. Donc, je disais que le dollar index, il était à moins 10 depuis le 1er janvier. Par rapport à l'euro, on est plutôt à moins 11,30. Voilà. Donc, ça va forcément jouer en termes de compétitivité pour les États-Unis. Et en revanche, je ne sais pas comment... je crois que c'est le département du travail qui compile les chiffres de l'inflation. Je ne sais pas comment, avec une baisse de 10% du dollar et un quadruplement des droits de douane, dans le meilleur des cas sur des produits importés vers les États-Unis, je ne vois pas comment on a réussi à faire sortir des chiffres quasiment inchangés en mai sur les prix importés. Alors, à moins qu'on ait complètement surpondéré à un moment la baisse du dollar et le prix du gaz, les chiffres de juin, à mon avis, ils vont pas être bons du tout. Il y a un moment où ça va mordre, vous dites, Philippe. Parce qu'il y a beaucoup d'effets d'inertie, il y a des stocks, il y a des entreprises qui jouent peut-être une phase un peu tampon, mais vous dites, c'est l'inflation américaine, on va voir un choc de prix lié aux tarifs dans l'inflation américaine. Oui, et je le répète, il y a un vrai questionnement sur la crédibilité des chiffres d'inflation qui ont été calculés par le gouvernement américain. Et les mauvaises langues disent que Trump, il a tellement viré le monde dans les diverses agences qu'on n'est plus vraiment capable aujourd'hui de faire un relevé des prix qui soit fiable. En tout cas, au niveau du pouvoir d'achat des Américains, allez leur expliquer que l'inflation n'a pas bougé au mois de mai, là, il n'y a personne qui vous croit. Donc, il y a un moment où les chiffres de l'inflation vont donner effectivement raison à la Fed de s'être montrée prudente au mois de juin. Plus tard, on verra si la Fed est ou non confrontée à la nécessité de faire fonctionner la planche à billets. Et je pense que c'est de là que vient la faiblesse du dollar, c'est que les prochaines émissions du Trésor, il va falloir éventuellement venir en soutien. Donc, la rumeur, c'est que la planche à billets est déjà rétablie. Alors, peut-être sous forme d'injection au jour le jour, mais il y a déjà du soutien pour que les émissions obligataires américaines ne se passent pas trop mal. Ça veut dire que la planche à billets, elle est repartie. Donc ça, un dollar affaibli, c'est de toute façon à terme également des pressions inflationnistes qui sont là mécaniquement
incontournable, c'est inexorable. Bon, le message de Jérôme Poel étant de dire que pour l'instant, il faut voir avec un peu plus de confiance et de certitude les impacts de cette politique économique américaine et notamment de la partie tarifaire. Rendez-vous sans doute après l'été peut-être pour envisager de prendre des décisions de politique monétaire. Sur le pétrole, vous vouliez revenir et dire un mot ça va évidemment affecter potentiellement l'inflation, ça va la faire bouger, hein, c'est sûr, hein, ça peut apporter un choc. Toutefois, dans le détroit d'Ormuz, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de perturbation. D'autre côté, s'il y en avait, s'il y avait des problèmes d'approvisionnement, la capacité de l'OPEP à fournir du pétrole est assez importante. Et dernièrement, le pétrole est en backwardation. Donc, ça veut dire que le prix à l'instant T est plus cher que sur l'échéance septembre, par exemple. Et ça montre bien qu'il y a eu des approvisionnements très importants. Tout le monde a pris ses précautions. La courbe du pétrole ne nous indique pas que les investisseurs imaginent à terme justement une flambée des prix. Disons qu'en tout cas, ce qu'on observe du fait que le prix à l'instant T est plus élevé qu'à terme, alors qu'il y a aussi le portage des taux d'intérêt, pourtant, donc on devrait être en effet contango. Et là, on est en backwardation. Mais sur les matières premières, c'est courant. Hein. Ça arrive, oui, bien sûr. Mais là, ça montre bien qu'il y a eu quand même, encore une fois, des approvisionnements qui ont été faits. On veut le pétrole tout de suite, quoi. Tout de suite. Et donc, ça peut ne pas provoquer de choc, alors que, c'est vrai, à une autre époque, on aurait eu peut-être des pics de vol. On est à 45. On est à 45 de vol implicite sur le pétrole. 45. C'est pas mal, mais c'est pas 80 qu'on a connu, ou même 150 ou 200. Pas une panique à l'achat sur le pétrole. Rien à voir avec 2020. Bon, à propos alors de panique à l'achat, j'en sais rien. À la vente. Mais sur les small caps françaises, là, vous êtes venu aussi, Romain, avec le graphique du CAC Small vu mensuel. Sur l'échéance, le CAC Small met 8 points, je crois, d'avance par rapport au CAC 40. Oui, le mouvement haussier s'est confirmé. Évidemment, le contexte de moindre exposition à la guerre tarifaire les favorise. Et puis, on pressentait ce mouvement qui se mettait en place depuis quelques semaines maintenant. Donc, réactivation haussière, un mouvement graphique qui est extrêmement propre. On est allé buter sur l'indice CAC Small contre cette résistance. Pour une fois, est parfaitement ronde, 13 000 points. On se replie un peu contre ce niveau, mais après un très très beau parcours. Pour l'instant, ça ressemble à une consolidation dans une tendance haussière, avec un mouvement qui devrait se mettre en place. Alors, toujours un segment un peu particulier, beaucoup de volatilité, des dossiers qui partent les uns après les autres. Et on a vu aussi beaucoup au cours de cette séquence d'engouement autour de tout ce qui portait le nom ou qui était lié à un projet crypto-monnaie. Et donc, des envolées de titres comme... Crypto Blockchain Industrie ou BD Multimédia, qui sont des dossiers qui ont pris, pour certains, plusieurs centaines de pourcents dans le mois, avec du volume, avec vraiment... Et ça pèse lourd, ça, ces titres-là, oui? Alors, pour l'instant, non, mais en revanche, ça anime beaucoup, anime la cote, la cote, l'intérêt, et c'était pas le cas il y a quelques semaines, quelques mois. Donc, il y a quand même manifestement des liquidités, des opérateurs qui font des arbitrages, mais ça, en tout cas, maintient ce segment en force pour l'instant. Et donc, on a au-delà de 12 466 ces possibilités d'une consolidation et d'un mouvement qui pourrait se poursuivre. Si on arrive à passer ce niveau de 13 000, c'est vraiment le prochain plafond de verre. On a déjà eu un signal très haussier puisqu'on a débordé une oblique baissière de long terme. On est sorti d'une structure en triangle symétrique par le haut, mais le débordement de 13 000 pourrait envoyer à des cibles qui indiquent jusqu'à 15 960 points. Donc, il y a encore du potentiel assez solide. Et en stock picking, c'est un marché, oui, effectivement, où il y a des affaires intéressantes, des opportunités intéressantes. C'est le cas, il y a des dossiers, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, je ne vais pas parler de celles qui sont déjà sorties et qui ont déjà pas mal payé, mais on voit peut-être des éléments à regarder du côté de Pierre et Vacances. Alors, Pierre et Vacances, c'est un peu le serpent de mer depuis 3-4 ans. On se dit que ça va partir enfin. Ils viennent d'annoncer qu'ils évaluent leurs options. Donc, il y a des réactions avec du volume. On voit un titre qui avait fait l'objet d'une opéra en 2023, a avorté, mais Balio. Donc, il y a peut-être quelque chose qui couve. Enfin, il y a quelque chose qui couve, mais qui ne sort pas. Ça pourrait sortir aussi. Donc, il y a des petites choses comme ça qui pourraient enfin se décanter dans un rattrapage assez intéressant. Il y a déjà eu des choses assez significatives qui sont mises en place. Il y a des dossiers qui bougent. Donc, voilà, c'est peut-être le tempo maintenant, stock picking, et sur des dossiers plus petits. Et les grosses capitalisations, c'est plus compliqué. Des années qu'on attend le rattrapage des small. Et là, ça se matérialise. Bon, Jean-Louis, sur cet univers small cap. Le fait de voir les small cap
être travaillées comme elles le sont, c'est vrai, depuis quelque temps, ça montre possiblement que la spéculation est très présente et que les gérants, tout ce qui représente les forces de conviction, comme il n'y a pas de visibilité, ils sont pas là, et c'est tout à fait logique. Ils restent prudents. Et comme on le dit en rigolant souvent sur les marchés, les voleurs se volent entre eux sur les petites, ils s'amusent, ils spéculent, parce que c'est bien beau. Oui, alors Pierre et Vacances, j'ai l'impression que tu as cité la valeur, quoi. Ok, où quand même les fondamentaux sont pas mauvais, où il y a quand même des choses bien, où il y a des choses... Oui, non, j'essaie de citer des dossiers. Voilà, mais pour une Pierre et Vacances, il y a quand même des valeurs qui un jour prennent 10, le lendemain en perdent 15. Bien sûr. Même Téléperformance, vous voyez, c'est gros pas, mais vous avez vu la baffe qu'elle s'est prise, ça rappelle quand même qu'il y a toujours des vrais... Et pas pour des choses dramatiques, hein. Et elle perdait encore 4 ce matin, là, donc c'est pas bon du tout quand même. Eutelsat, bon ok, ils sont sauvés, ces gros pas. Peut-être qu'ils sont sauvés. Mais c'est les rachats de short qui font que ça monte aussi violemment, parce que augmentation de capital, etc. Donc, c'est, encore une fois, force technique. Non, mais le CAC, là, pour l'instant, ça va être intéressant de voir cette nouvelle période qui s'ouvre, parce que dans la dernière échéance, on a eu 64 points de dividendes. C'est pas mal encore. Ouais. 64 points, le mois prochain, il y en a 10, il n'y a plus rien. À faire l'échéance suivante, il n'y a plus rien. Donc 64, ça porte un peu, c'est ce qu'on disait la fois dernière. On est dans la période de dividendes où les gens se disent, bon, attendez, je ne vais pas... C'est psychologique, mais je ne vais pas vendre avant les dividendes. J'entends, je vais encaisser, oui. Et puis voilà. Donc on va voir comment ça va se passer pour la suite. Donc l'intérêt se porte sur les valeurs maintenant, comme les mid et small. Avec les dangers que ça représente, il ne faut pas oublier quand même que ces valeurs sont très fragiles dès qu'il y a des chocs économiques, coups de stress, quoi. Des coups de stress. Et donc, voilà, les taux d'intérêt, pour eux, c'est très, très impactant. Donc, je pense qu'il faut avoir un comportement très opportuniste et pas forcément à laisser porter des années, quoi. Enfin, en tout cas, il faut être potentiellement dynamique sur ses positions. Philippe, qu'est-ce qu'on fait à ce stade-là ? Il nous reste 2 minutes. Bon, il y a les rendez-vous de début juillet autour de la guerre commerciale, les développements évidemment géopolitiques avec la guerre Israël-Iran et cette temporisation des États-Unis pour les 2 prochaines semaines. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans ces marchés-là, justement, pour la suite ? S'il m'est permis de dire un tout petit mot sur les small cap aux États-Unis, continuent de sous-performer de façon redoutable. Parce qu'on a un Russell 2000 à l'instant à 2110, à comparer avec un sommet de 2005 mi-février. Et là, on est toujours à 15% des sommets quand le Nasdaq est à 1,5% de ces sommets. Donc là, on mesure. En France, manifestement, effectivement, il y a un engouement pour tout ce qui a trait à la blockchain. Et là, on a ce qu'on appelle un petit peu des effets de communauté. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des effets de meute, des effets momentum, ça s'emballe. 1, c'est pas très sain. 2, ça repose pas sur grand-chose, sauf effectivement des projections. Alors moi, qu'est-ce qui m'intéresse ? Moi, je préfère le concret. Et cette semaine, on a quand même vu l'argent aller chercher un nouveau record de presque une décennie à 37,30. Ça revient un petit peu aujourd'hui. Ça reste néanmoins toujours au-delà des seuils de résistance majeurs. Je pense que l'argent n'a vraiment pas dit son dernier mot pour des tas de raisons. La demande excède la production, ça c'est bien connu. On a encore des vendeurs à découvert là-dessus et il ne faut pas exclure qu'à un moment, il y en a un ou deux qui se fassent coincer sur un short squeeze. Et puis, si la situation géopolitique reste relativement tendue, l'or peut de nouveau servir d'actif refuge, et d'autant plus que le dollar, manifestement, en dessous de 1,15 voire 1,16, il est sur la pente glissante. Et moi, je ne serais pas étonné qu'après avoir évolué dans le monde merveilleux des idées, on revienne effectivement à du concret et effectivement jusque sur des instruments comme l'ETF Como.
Romain, pour conclure avec vous, vous aimez toujours l'argent, puisqu'il parlait de l'argent. J'adore. J'adore. J'adore l'argent. J'adore l'argent. Les billets. Le métal argent aussi, toujours. Mais bien entendu, Ouais. toujours. Ouais. Oui, on a une zone cible qui est située aux alentours de 40-42 pour l'impulsion haussière en cours, et on a une grosse résistance à 37 qui est autour de laquelle on vient de buter. Donc peut-être petite pause à court terme, mais le mouvement haussier se met en place. L'énorme structure qui s'est construite de 2011 à 2024 a encore du momentum, et pour toutes les raisons que rappelait Philippe. Donc oui, j'aime toujours. Ouais. Et alors, un autre actif là qui vous paraît intéressant. Alors, je surveille, mais il n'y a pas encore de signal. C'est le palladium. J'ai regardé du mauvais côté parce que c'est le platinium. Donc, ça a pris 20%, c'est ça le palladium? Alors, le palladium, pas encore, mais il se réveille. C'était le platine, pardon. Et le platine qui, lui, en revanche, a accéléré à la hausse très nettement, sorti d'une congestion extrêmement propre. C'est lui qu'il fallait regarder. Il y a encore une dizaine de % de hausse potentielle dessus. Et ce sont des cibles graphiques, donc on sait qu'elles peuvent être débordées. L'or, pourquoi pas encore un petit peu, effectivement. Mais je pense que les métaux, d'une façon générale, il y a un secteur, si on veut regarder autre chose, qui a surperformé. Je le surveille depuis quelques temps. Ça, évidemment, c'est lié au contexte. C'est le secteur des énergies, tout ce qu'on pourrait appeler oil and gas, toutes les valeurs liées à oil and gas qui sont sorties par le haut d'une congestion. Ça fait partie des rares secteurs qui surperforment toujours. Et puis le secteur bancaire continue à surperformer aussi en Europe. Donc, il y a des éléments de ce côté-là. Peut-être la Chine à regarder aussi. Ah oui, on a beaucoup parlé des actions chinoises tout au long de la semaine dans l'émission. Et effectivement, il y a peut-être un peu de surperformance, même si on n'a pas des configurations graphiques extrêmement haussières, mais dans le contexte d'incertitude par ailleurs, c'est peut-être pas mal. Il y a beaucoup de scepticisme encore autour des actions chinoises et émergentes dans l'ensemble, mais chez certains ou certaines, en l'occurrence, je pense à Céline Pic-Malprade qui était avec nous cette semaine, c'est déjà une conviction très forte qu'on est au début d'un bull market chinois. Oui, de long terme, bien sûr. On ne parle pas de quelques Ça fait jours. longtemps qu'elle l'apporte, cette conviction. Quelques séances, effectivement. Merci beaucoup, messieurs, les trois sorciers de Smart Bourse avec nous en plateau et en visio pour cette échéance trimestrielle sur les marchés.